Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'organisation de ce très beau colloque. Merci à Madame la professeure Matsopoulou et à Madame la directrice Carole Ardon-Legoff. Et merci encore aussi à Alexandra Louis, un délégué interministériel auprès de laquelle j'ai le plaisir de travailler depuis plusieurs années au bénéfice et dans le souci de la protection des victimes. Donc, il me revient maintenant de parler d'un sujet un peu différent, qui n'est pas un sujet de droit pénal en tant que tel, mais un sujet qui se nourrit des sciences sociales et qui vise à parler de l'accompagnement des mineurs victimes dans le cadre de leur processus judiciaire. C'est un sujet très important qui a été mis en avant notamment par la Civise dans le cadre de sa recommandation 53, avec véritablement l'idée, l'enjeu de pouvoir mieux accompagner les victimes qui sont confrontés à des auditions devant les services de police et de gendarmerie, devant les juridictions, les juges d'instruction, devant les juridictions de jugement, et qui doivent véritablement pouvoir bénéficier d'une sécurisation de cette libération de la parole. Il y a un double enjeu parce que on a dit que les violences de l'intime étaient les violences de l'indicible. Ça a été dit en tout début de ce colloque. Et quand une victime mineure franchit ce pas de dire ce qui est indicible, on imagine la peur à laquelle elle est confrontée d'avoir à dire quelque chose qui peut-être est inaudible. Il va falloir pouvoir l'aider à dépasser ses craintes, d'une part. Il va falloir aussi l'aider à développer un témoignage de qualité, dont vont pouvoir se saisir ensuite les enquêteurs, comme ça a été dit tout à l'heure par ma collègue Hélène Vuillard, sur la capacité à pouvoir donner des détails, à pouvoir délivrer un récit structuré qui va être ensuite le point d'appui des investigations qui vont être menées par les enquêteurs. Et de ce double enjeu va naître un certain nombre de pratiques qui sont les protocoles d'accompagnement des mineurs victimes dans le cadre de leur parcours judiciaire. Et c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un risque à défaut, c'est celui de la survictimisation. C'est un concept de victimologie, et donc je suis très sensible aussi à ce que toutes les questions de criminologie, victimologie soient abordées ici. C'est vraiment l'idée qu'une victime qui est face à un traumatisme grave, dont elle va faire état, et qui ne bénéficie pas de l'attention, qui ne bénéficie pas de la sécurité de la part des autorités, va pouvoir développer une forme de survictimisation du fait de ce défaut de protection, alors qu'elle est en droit de s'attendre à ce que l'État et les institutions qui le représentent soient là, et qui est un risque ensuite de défiance à l'égard de ces institutions. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Alors vous savez qu'il y a de nombreux dispositifs qui sont nés toutes ces dernières années. On a parlé ici un peu des UAPED, on a parlé des salles d'audition spécialisées, on peut parler également des chiens d'assistance judiciaire, de la désignation des administrateurs ad hoc. C'est pas de ça dont je vais vous parler, vous l'avez compris. C'est vraiment des protocoles d'accompagnement qui nous viennent notamment des États-Unis et du Québec. Vous savez qu'un protocole d'audition, le protocole du NICHT, a été implanté en France et de nombreux enquêteurs ont été formés à ces protocoles d'audition qui sont basés sur la psychologie cognitive et qui permettent véritablement de recueillir de façon saine une parole par des questions ouvertes, sans aucune suggestion des réponses, et en permettant aux mineurs de développer sa compétence à avoir à dire sans faire plaisir à l'enquêteur, sans chercher à adhérer à ce qu'on attend de lui, mais véritablement de développer sa propre parole dans un cadre sécurisé. Et dans cette même mouvance de développement des protocoles d'audition devant les services enquêteurs, se sont développés des protocoles d'accompagnement des mineurs victimes, avec l'idée qu'il s'agit de pouvoir, comme je l'ai dit, sécuriser sa parole. Et là, c'est le travail des associations d'aide aux victimes, cette fois, dont je salue le travail remarquable et qui font un travail extrêmement important auprès des victimes pour pouvoir les accompagner dans ces démarches. Ces programmes d'accompagnement des victimes, ce qu'on appelle les programmes témoins enfants au Québec, est développé par les CAVAC, l'équivalent de nos associations d'aide aux victimes en France, et je salue Madame Maryse Lemérinier qui va prendre la parole tout à l'heure pour parler au nom de la présidence de la Fédération France Victimes sur ces sujets notamment. Et donc ces programmes témoins enfants poursuivent 4 grands objectifs. Le premier objectif, c'est déjà de permettre aux mineurs de connaître les acteurs auxquels il va être confronté et les espaces, en visitant notamment les salles d'audience par exemple. Déjà comprendre qui sont les personnes à qui il s'adresse.
La deuxième des choses, c'est la crainte. On en a parlé tout à l'heure. Les enfants mineurs sont tétanisés d'avoir à dire. Face à cette terreur, il faut pouvoir leur permettre de développer leurs compétences, notamment par l'apprentissage de techniques de gestion du stress. Et c'est ce qu'on peut permettre à des enfants d'apprendre, y compris très jeunes. Troisième des choses, c'est de développer sa compétence psychosociale à la capacité à développer un récit structuré. Ça n'est pas évident du tout d'avoir à dire des choses, et en particulier dans des domaines dont on ignore tous, c'est-à-dire ceux de la sexualité, qui ne sont pas de la sexualité en réalité, qui sont simplement de la violence, mais qui se rapprochent de la sphère de la sexualité. Et donc, c'est à partir de faits divers que l'enfant va pouvoir apprendre à faire un récit structuré. Par exemple, raconter une fête d'anniversaire. La première fois que l'enfant va s'essayer à ce type de choses, il va développer 3-4 phrases à ce sujet, et puis c'est tout. Et puis, à force de s'entraîner, il va pouvoir apprendre raconter le contexte, le début, le milieu, la fin, avec toutes sortes de détails qui vont être ensuite possibles de transposer pour décrire une scène de violence sexuelle. Évidemment, dans le cadre de ces protocoles, on n'aborde pas les faits. Et ça, c'est très important de le dire. Les associations d'aide aux victimes qui accompagnent les victimes mineures n'abordent pas les faits. Ça n'est pas leur rôle, et c'est même justement très important que ça ne soit pas fait pour ne pas polluer le discours, suggérer des éléments qui ne seraient pas de l'ordre de ce qu'a vécu le mineur, puisque la parole du mineur, elle est comme une scène de crime en matière d'homicide, par exemple, où on va geler la scène de crime pour justement ne pas interférer. Là, la parole, c'est la même chose. Tout ce qui nous reste d'une violence sexuelle dans l'intime, d'une violence de l'intime, c'est la parole. C'est puisqu'elle se fait sans témoin et que souvent elle se fait sans aucune preuve matérielle en tant que telle. Et donc on va geler cette parole en ne l'abordant pas, en la réservant aux espaces auprès des services enquêteurs. Et puis surtout, enfin, on va permettre aux mineurs de donner un sens positif à cette confrontation avec les autorités en lui permettant de développer une expérience positive. Le sentiment d'être compétent, c'est extrêmement important. Le sentiment d'être courageux également. Et la fin des protocoles, après les auditions, va se terminer par une phase de clôture. Clôture de cette parole, félicitations, quelle que soit l'issue de la procédure, au moins le sentiment d'avoir pu être véritablement un acteur, au sens propre du terme, et non pas un objet de la procédure. Il est un sujet en tant que tel. Et à ce titre-là, vous voyez ce qu'on développe, c'est la possibilité de créer un récit. Et souvent, on entend dire, dans les cadres de violence de l'intime, que c'est parole contre parole. Et je voudrais vous lire les propos de Denis Salas à ce sujet, qui a développé une parole que je trouve très intéressante, en disant, et je vous lis sa phrase dans Le déni du viol, essai de justice narrative, il dit « Il ne s'agit pas de juger parole contre parole, mais récit contre récit. D'un côté, la négation répétée de toute responsabilité et l'innocence proclamée. De l'autre, le récit d'une violence intime qui rend un son de vérité qu'il est impossible de ne pas entendre. Dès lors qu'on aide les enfants à développer un récit, on entend poindre ce son de la vérité dont ils parlent. Et c'est en ça que le travail des associations d'aide aux victimes est si précieux. Alors, les ponts qui sont en train de se tisser entre le Québec et la France, ils se font depuis peu de temps, notamment avec le déploiement du programme PAMIVI, le programme d'accompagnement des mineurs victimes, qui est mis en France sous l'instigation du précédent garde des Sceaux. Ça a été annoncé lors de la journée du 22 février 2023, à l'occasion de la journée européenne des victimes, avec différents sites expérimentateurs qui vont développer ce programme. Et récemment, il y a encore eu une expérimentation, une convention auprès du tribunal de Vesoul. Donc c'est un programme qui est en train de se développer. Il y a également un programme de formation des professionnels qui se développe via ce qu'on appelle le programme Calliope, que j'ai ici, protocole d'intervention, pour lesquels des formations sont délivrées
à la fois auprès des associations d'aide aux victimes, généralistes, de la Fédération France Victimes, ou spécialisées comme les CIDFF, auprès de services enquêteurs également, auprès de psychologues libéraux, enfin tous azimuts, puisqu'on sait le nombre considérable de mineurs qui sont victimes de violences de l'intime, et donc la nécessité de former de très nombreux acteurs à ces possibilités d'accompagnement. Il s'agit là d'un développement récent dont on peut assurément penser qu'il est très prometteur pour l'avenir, et j'en ai terminé là.